Plus de 620 milliards de dollars, c'est le carnet de commandes monstrueux que Microsoft vient de nous annoncer. Aujourd'hui, on décrypte le résultat des titans Amazon, Google, Meta, mais on attaque avec Microsoft qui génère désormais autant de bénéfices purs que la valeur entière de certaines boîtes du S&P 500. Vous avez bien écouté, bienvenue sur Logic Invest, vous l'avez compris. Nouveau format, on continue le nouveau format, le scan 4x4, c'est-à-dire qu'on prend 4 actions, 4 résultats, 4 actions qui viennent de publier leurs résultats et on en fait une petite vidéo, un petit condensé, on parle du résultat, j'essaie de vous donner mon avis et de donner un petit prix juste à la fin de chacune d'entre elles. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on part sur du Microsoft, on ira après voir Amazon, on finira par Meta et entre deux on ira voir du petit Google. Donc j'ai trouvé un petit article sur XTB qui était assez sympa, qui résumait bien les résultats financiers de Microsoft, hein. Bien que les actions de Microsoft soient encore de 20% en dessous de leur sommet historique, après avoir perdu environ un tiers de leur valeur à un moment donné, il est clair que l'entreprise dispose de fondations solides et stables. Si l'on devait se demander quelle entreprise serait encore là dans 10, 15 ou 20 ans, Microsoft figurerait sans aucun doute sur cette liste et je suis entièrement d'accord. Donc on va aller directement dans les résultats, le chiffre d'affaires qui est de quasiment 83 milliards de dollars, plus 18% en glissement annuel, nettement supérieur au consensus de 81 milliards. Donc ils ont encore battu le chiffre d'affaires que le consensus attendait. Les bénéfices par action, c'est exactement la même chose, plus 23%, légèrement au-dessus des prévisions qui établissaient à 4 dollars les bénéfices par action. Le résultat net, quasiment 32 milliards, on a des chiffres de dingue, hein. Microsoft génère autant de bénéfices purs que la valorisation totale de certaines entreprises du S&P 500. Bon, je ne vais pas le redire 500 fois, mais c'est vraiment des bons résultats quand même. Donc on a un résultat d'exploitation de plus de 20% avec une marge d'exploitation supérieure à 46%, ce qui fait du géant de Redmond la machine à gagner de l'argent la plus efficace de la Silicon Valley. Et on a un rendement pour les actionnaires de 10 milliards d'actions versées sous forme de dividendes ou rachat d'actions. Donc très bien, on va voir maintenant où ils ont fait leur beurre, j'ai envie de dire, et un petit peu regarder les segments. Donc on a Azure qui prend le large, hein, et les autres s'efforcent de suivre le rythme. Pourquoi? Parce que Azure et les services de cloud ont une hausse de 40%, 39% hors effet de change. Alors j'ai pas trouvé comment dire, les résultats hors entre guillemets OpenAI. Parce qu'à chaque fois, on me disait oui, mais Azure progresse juste grâce à ChatGPT. Mais là, j'ai pas trouvé le pourcentage hors ChatGPT, mais j'essaierai de le retrouver. Ces résultats ont dépassé tout simplement les attentes du marché, hein, même s'il convient de noter, on ira voir tout à l'heure, hein, qu'Amazon a également progressé avec son service de cloud AWS. Donc le chiffre d'affaires annuel de l'IA, 37 milliards de dollars, hein, plus 123% en glissement annuel, hein, donc Q1 2025 versus Q1 2026. Il ne s'agit plus seulement d'un potentiel, c'est une activité gigantesque et bien réelle. Maintenant, tous les gens qui ne comprenaient pas pourquoi les CAPEX étaient là, maintenant on a déjà des réponses. On a Microsoft 365 avec une augmentation de 33%, montre que l'utilisateur moyen souhaite et paye pour Copilot, quoi qu'en disent les médias. On a un Dynamics 365 aussi qui progresse de 22%, grignotant lentement des parts de marché, comment dire, de la concurrence, les amis, hein, ERP, CRM. Donc j'ai fait tout un deep dive sur Microsoft, n'hésitez pas à aller le voir. Et là pour moi, c'est la bombe des résultats. Le RPO commercial, hein, les obligations de performance restantes ont bondi de 99%. Donc en gros, Microsoft a un carnet de commandes de 627 milliards. C'est de la folie, hein, dépassant un carnet de commandes, voilà, portefeuille de commandes, dépassant le PIB de la plupart des pays européens. Ça me fout droit. Grâce à une coopération plus étroite avec Anthropic, il sera probablement possible de convertir ce montant en revenus réels encore plus rapidement. Parce que vous savez que comment dire, Microsoft propose dans son copilot n'importe quelle IA, que ce soit ChatGPT, Anthropic ou autre. Ils proposent n'importe quelle IA, ils ont intégré Anthropic et Anthropic qui est en train de grignoter des parts de marché par rapport à ChatGPT. Donc voilà, ils ont 627 milliards de commandes, c'est de la folie. Donc on a par contre des points faibles, on en a toujours, et c'est le segment Windows et Device ont reculé de 2% et la division Xbox de 5%, alors que le marché était auparavant obsédé par ces chiffres, hein. C'est clair que dès que Microsoft avait des mauvais chiffres de Windows et Xbox, ça mettait une belle target dans la tronche. On ira voir un petit peu ce qu'on fait le marché, mais là, on est sur du moins 5% à l'heure actuelle. Il semble que les PDG Satya Nadella n'aient pas de temps à consacrer aux jouets pendant qu'il construit l'infrastructure du futur. Donc ce qu'on peut noter aussi dans les CAPEX, c'est que Microsoft a tapé moins dans la tirelire que prévu. On a 32 milliards de CAPEX alors qu'on attendait, il me semble, 35 milliards, voilà, de dollars de CAPEX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs puces Maya
ont commencé à réduire considérablement les coûts. Donc on peut s'attendre peut-être aussi à un petit peu moins de revenus de la part de Microsoft par rapport à Nvidia. À voir un petit peu si ça se confirme dans les résultats de Nvidia, je crois qu'ils sont au mois de mai. Moi je suis pas du tout, mais alors pas du tout inquiet sur les résultats d'Nvidia. On nous annonce encore des capex records du côté notamment de chez Meta. Donc ça veut dire qu'ils vont forcément passer des commandes chez nos amis d'Nvidia. Donc je suis pas du tout inquiet. Pendant les mois, les médias publics nous ont abreuvé d'un discours, les menaces d'OpenAI, ChatGPT allaient tuer Microsoft et on nous le redisait sans cesse clairement, on nous disait oui mais c'est mort, Microsoft, patati, l'école blanc, il y aura plus de, comment dire, la suite 365, etc. On va pas, ça va pas faire long feu. Bah, en attendant, Microsoft, ils ont 627 milliards de dollars de carnet de commandes. C'est de la folie, franchement. Et pourtant, le titre se fait massacrer encore hein, quand je fais cette vidéo. On va aller voir un petit peu la tronche la tronche du cours. Moi, j'en ai fait deux achats il n'y a pas très longtemps. J'ai renforcé mes positions. J'avais un prix juste autour de 413 dollars. Donc, j'avais commencé à renforcer. Je crois qu'on était autour de 420. J'en avais racheté autour de 390. J'ai pas re-racheté autour de 350 dollars. Est-ce que j'en rachèterai au mois de mai si on y revient? Je pense que si on revient autour de 350 dollars, ça va commencer à être un no-brainer pour ma part, Microsoft. Donc je vais peut-être en racheter, mais j'ai déjà une grosse position dans mon portefeuille. Donc en fait, j'ai pas besoin non plus de sauter sur Microsoft. Mais à 350 dollars, je pense que on va peut-être en reprendre une louche. Donc oui, ça reste cher par rapport au prix de free cash flow. Pourquoi? Parce que les free cash flow sont en train de passer dans le CAPEX. Mais on voit quoi? On voit que le CAPEX, on donne un carnet de commandes de 29 milliards. Enfin bref, j'ai oublié le chiffre, mais plus de 600 milliards de carnets de commandes pour Microsoft. Ça s'achète actuellement avec un peu de 23, un pay forward de 22. À 17 fois les operating cash flow, enfin là ça commence vraiment à être intéressant depuis un long moment sur Microsoft, mais on avait toujours des craintes sur les résultats. Est-ce que justement les capex allaient entraîner une hausse, etc. On a eu une hausse dans la suite 365, dans la suite Dynamics aussi. On a juste bon, le segment Xbox qui se fait target un peu la tronche et ça me fait un peu de peine parce que clairement, c'est pas vraiment un segment que je survalorise ou autre, mais normalement, si ils arrivent à faire marcher ce putain de segment Xbox avec le Game Pass qui va être disponible sur toutes les foutues télé maintenant qui sortent de n'importe quel fabricant, on doit pouvoir mettre un Game Pass sur les télés, on doit pouvoir faire grossir ce chiffre-là, il faut qu'il se bouge un petit peu le cul. Mais je suis pas du tout inquiet comment dire, sur Microsoft, je suis pas du tout inquiet non plus comment dire, pour leur dette. Enfin, il n'y a pas du tout de problème là-dedans. On a un dividende qui va continuer d'augmenter. On a aussi des actions en circulation qui vont continuer tout simplement de baisser. Et clairement, côté valorisation, je le redis, hein, comment dire, ne me faites pas confiance, allez faire vos propres recherches. Mais moi, Microsoft à 400 dollars et sous les 400 dollars, je trouve que c'est un très très bon deal, une très très belle porte d'entrée. Et clairement, avoir du Microsoft en portefeuille, je pense qu'on peut bien dormir la nuit. Maintenant, faites vos propres recherches. Hein. Investir comporte des risques de perte en capital. Mais clairement, les résultats de Microsoft sont très très bons. Je ne comprends pas du tout le moins 5%. À part si on m'explique que le moins 5%, c'est à cause du prix du pétrole qui est encore, je crois, au-dessus de 110 dollars. Le baril, quand je fais la vidéo, c'est de la folie complète. Et justement, grâce à ce prix du pétrole fort, on peut s'attendre à des entreprises qui vont être un petit peu décotées. Je pense notamment à Booking. Maintenant, on va passer du côté tout simplement d'Amazon. J'avais dit, on fera Google en 3 et on ira finir par Meta. Et on passe directement aux résultats du géant Amazon hein, qui sont hyper bons aussi. On l'a vu, hein, les résultats de Microsoft l'étaient aussi. On va aller voir justement le cours de bourse qui a moins été target que celui de Microsoft. Petite pause dans ma vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à venir sur mon Discord communautaire que j'ai créé pour la chaîne. Vous l'avez tout simplement les liens de tous mes réseaux sociaux. Vous les avez en description. Vous les avez aussi en commentaire épinglé. Et on retourne directement pour parler du résultat d'Amazon, les amis. Le chiffre d'affaires s'est établi à 80 milliards de dollars contre des prévisions à 177, donc 181 versus 177. Ils ont explosé les prévisions et vous voyez que le cours de bourse réagit mollement, hein. Ce qui représente un résultat nettement supérieur au consensus, oui, bien évidemment. Le résultat d'exploitation a atteint quasiment 24 milliards de dollars, hein, également bien au-dessus des prévisions, tandis que la marge d'exploitation a augmenté à 13,1%. Donc Amazon ont des marges beaucoup plus petites que toutes les autres
autres fantastiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément d'employés, hein, c'est pas bien compliqué à comprendre. Le bénéfice par action s'est établi à 2,78 $ contre des prévisions à 1,62 $. Alors attention, voilà, ils le disent ici, mais ce chiffre a été fortement gonflé par un gain ponctuel lié à la réévaluation de la participation d'Amazon dans Anthropic, ce qui fausse l'image de la rentabilité opérationnelle sous-jacente. On a justement donc le chiffre d'affaires, on l'a dit, le résultat pardon, d'exploitation, on l'a dit aussi, 23 milliards de dollars, quasiment 24 contre 20,75 milliards attendus. Donc ils explosent tout. Marge d'exploitation bien meilleure, bénéfice par action idem, même s'il y a eu la petite sournoiserie. AWS, 37,59 milliards de dollars contre 36,68 milliards de dollars attendus. Plus 28% en glissement annuel contre 25,7% attendu, confirmant la dynamique toujours aussi forte du segment cloud. Et on voit que Microsoft met une branlée monumentale à Amazon sur la progression du cloud. Et bah, ils n'ont pas été récompensés non plus, mais voilà, vraiment sur le cloud. Et on en reparlera de ces chiffres-là quand on parlera de Google. Mais c'est des très très bons du côté d'AWS, du coup d'Amazon et du côté de Microsoft aussi. Donc on voit voilà tous les gens qui nous disaient oui le CAPEX ça va produire des résultats quand et moi je ne vois pas ça. Bah, le CAPEX en fait il est là. Maintenant, ce qu'il faut arriver à quantifier, et j'imagine que les gens dans toutes ces entreprises-là sont bardés de personnes qui ont fait tous ces calculs. Est-ce que, comment dire, à quel ROIC, enfin, à combien de pourcentage un data center comment dire, à quel ROIC tout simplement voilà, un data center va rapporter à l'entreprise. Donc est-ce qu'on est sur du 15%, est-ce qu'on est sur du 20%, du 30%, ça j'en sais rien du tout. Il faudra voir aussi quand on va devoir renouveler toutes les puces, etc. dans les data centers, va y avoir un coût de fonctionnement, etc. Mais on peut voir justement que ces foutus data centers rapportent du pognon, que ce soit Amazon ou Microsoft. Donc oui, ils font énormément de CAPEX, etc. Mais c'est déjà rentable. On n'est pas dans la bulle de l'IA, là, dans les années 2000, où vous aviez des entreprises qui étaient très très peu rentables. Pourquoi? Parce que très peu de gens avaient tout simplement Internet. Donc des dépenses d'investissement, voilà, 44 milliards sur un total prévu de environ 200 milliards pour l'ensemble de l'année 2026. Et après tous les CAPEX qui ont été revus, pas forcément à la hausse à part pour Meta, mais tous les CAPEX qui sont en train d'exploser là depuis quelques trimestres, quelques années, on a tranquillement Nvidia qui fait du moins 4% alors qu'ils vont tout simplement en profiter. Donc actuellement Nvidia ça doit se payer je crois 20 ou 22 fois comment dire, les bénéfices en forward PE. C'est comme ça qu'il faut regarder Nvidia, hein, parce qu'Nvidia de trimestre en trimestre ils sont en train de défoncer tout simplement toutes les prévisions. Donc en fait actuellement je crois que tu achètes Nvidia c'est combien, 30, 35 peut-être, on ira voir ça plus tard. Mais en gros il faut regarder en PE forward, et en PE forward tu achètes une magnifique boîte à 20 de PE, enfin c'est de la folie. Donc les segments d'activité d'Amazon, hein, Amazon Web Services reste le principal moteur de la croissance et le pilier central de la stratégie en matière d'intelligence artificielle. Ce segment a généré un chiffre d'affaires de 37,6 milliards de dollars, soit une croissance de 28% les amis par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les prévisions. Il s'agit également des taux de croissance le plus élevés enregistrés depuis plusieurs trimestres, ce qui confirme la demande soutenue pour les infrastructures cloud et les services liés à l'IA. Toutefois, bien que la croissance reste forte, elle n'a pas connu d'accélération significative par rapport aux attentes des investisseurs. Non, mais attendez, 28%, ça vous suffit pas les mecs, là, il vous faut combien? Il faut 50% tous les trimestres. Un jour, je pense que allez, je me mouille, mais dans 8 ans, 8-10 ans, on reverra des chiffres comme ça, on replongera là-dessus, et on se dira tous, putain, on a connu une époque de dingue, en fait. Et on ne savait même pas. Parce que une croissance de 28% et ça n'arrête pas d'augmenter. Et là, on n'est pas sur des 200 millions, on est sur du 28% de 37 milliards, c'est de la folie. Enfin bon, le segment du commerce électronique reste un pilier stable de l'activité d'Amazon, hein. Le chiffre d'affaires de la boutique en ligne a atteint 64 milliards de dollars, dépassant également les prévisions, ce qui souligne la résilience de l'activité de vente au détail principal malgré une concurrence croissante. Une croissance a également été observée dans les services aux vendeurs tiers de la publicité qui ont généré. D'ailleurs, les pubs d'Amazon ont dépassé les pubs de YouTube, il me semble, des revenus de pubs de YouTube. Donc les dépenses et investissements et perspectives, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? L'un des éléments clés du rapport est l'ampleur des investissements qui reflète
La course mondiale en cours pardon, dans les domaines de l'intelligence artificielle et des infrastructures informatiques. Amazon met actuellement en œuvre l'un des programmes d'investissement les plus ambitieux du secteur tech, avec des dépenses d'investissement qui devraient atteindre 200 milliards de dollars en 2026. Alors je crois qu'ils ont des capex négatifs, hein. En gros, ils ont vraiment tout brûlé Amazon. Rien qu'au premier trimestre, ces dépenses ont dépassé les 44 milliards de dollars, soulignant l'expansion rapide des centres de données et l'infrastructure AWS. Mais bien sûr, vous avez des GAFAM qui font tout péter en termes de capex, mais Nvidia n'en profitera pas, hein. LOL. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est que Amazon avait beaucoup moins réagi. Moi, j'avais acheté du Amazon, je crois que c'était quasiment ma première position quand j'ai ouvert mon CTO en 2023, hein, comme j'ai déjà expliqué. J'avais revendu ça, je crois, dans l'été 2025. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'on était sur un prix qui était intéressant. Je voulais essayer de réduire un petit peu mon nombre d'actions en portefeuille, donc j'ai éliminé Amazon. C'est pas forcément que c'était une boîte que j'avais pas du tout de, comment dire, en quelle je ne croyais pas. Si c'est une boîte en laquelle je crois, le problème c'est qu'on ne peut pas être sur tous les dossiers. J'ai préféré me séparer d'Amazon, peut-être que je suis une erreur. Oui, j'ai du Microsoft, j'ai du Google, j'ai plus d'Amazon. Est-ce que j'aurais pu en racheter quand elle était à 200 dollars il n'y a pas très longtemps? Ça aurait pu être un bon point d'entrée, clairement, mais on ne peut pas être sur tous les dossiers et j'ai préféré rester à l'écart d'Amazon. Parce que le seul problème que j'ai avec l'entreprise, c'est les marges en fait, hein. On va pas se mentir que alors les marges sont loin d'être déconnantes, hein. Il faut savoir qu'Amazon, il y a 1,6 million personnes qui travaillent pour Amazon, avec quand même des marges de 12%, donc c'est loin d'être déconnant, les marges brutes, etc. Tout augmente, mais la marge nette, je trouve ça un peu léger et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'employés, même si, enfin, après voilà, je veux pas que les gens se fassent dégager, hein. Tous les gens qui travaillent chez Amazon, force à vous, mais je trouvais que du côté des chiffres, on n'était pas, c'était pas non plus la panacée du côté d'Amazon, même si tout ce qu'ils font, je pense que c'est une des GAFAM comment dire, les mieux segmentées, hein, si j'ai envie de dire, clairement, avec énormément d'activités. Et c'est une belle société, mais voilà, bon, on peut pas toutes les avoir. J'ai préféré l'avoir en ETF. Côté valorisation pour Amazon, hein, donc vous l'avez compris, des résultats magnifiques pour Amazon. Le marché dit bon, bah voilà, t'es quand même à 32 PE, donc calme-toi, t'es à 32 en forward, mais on attend vraiment de la croissance de dingue parce qu'on a un PEG ratio à 0,51 et je comprends pas trop que le forward, à mon avis, il y a un petit bug ici. Parce que je vois pas du tout comment le forward peut être à 32 alors qu'on a de la croissance de fou sur Amazon. Bref, on va aller voir un petit peu en termes de PE, ouais, donc ça se paye 30 fois les bénéfices. Moi, j'avais un prix juste autour de 230 dollars sur Amazon pour faire comment dire, du 12% par an, hein, comme je le mets toujours. Donc actuellement, si j'achetais la boîte à 262 dollars, je ferais un rendement de 9% par an avec une marge de sécurité qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est. Moi, j'ai vraiment des métriques assez conservatrices sur toutes les boîtes, hein, donc 14 de bénéfices par action. Je suis quasiment sûr que cette boîte va les faire dans les 5 prochaines années. Ça, je ne m'inquiète pas du tout. Un multiple final de 25, je trouve que c'est pas déconnant du tout. On peut aller voir un petit peu le PO historique. Putain, mais Amazon, ça a toujours été cher en vrai. Putain, mais ça a toujours été cher de zinzin en fait, hein. Peut-être pour ça aussi qu'à un moment j'avais préféré peut-être la vendre, encore que quand je l'ai vendue, elle n'était pas non plus. Même si je l'ai acheté cher, entre guillemets, je l'ai acheté en 2023, donc en 2023 on était. Ouais, on avait des PE de zinzitos, hein. On avait vraiment des gros. Mais après, on attendait énormément de croissance de l'entreprise. Donc voilà, tous les gens qui ont du Amazon en portefeuille, franchement, moi je ne serais pas inquiet du tout. Même si on va le voir, hein, les free cash flow, bon, on l'a dit, hein, ils sont en train de brûler du free cash flow. Pourquoi? Bah, parce que c'est une boîte qui fait énormément de capex et qui n'a pas une marge de free cash flow de fou. Bon, là, il n'y en a pas parce qu'il n'y a plus de free cash flow, mais on peut aller la voir, je crois, la marge de free cash flow. On va aller la voir, on va regarder un petit peu où elle en était, hop, dans les autres années. Donc, ouais, voilà, on est sur du moins de 10% de marge de free cash flow. C'est ce qui a fait aussi que j'avais pas forcément envie de continuer l'aventure avec Amazon, même s'ils ont des revenus de zinzin. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a 10 ans, ils avaient 136 milliards de revenus. Actuellement, en 2026, on attend plus de 740 milliards de revenus. C'est de la folie. Le jour où ils vont pouvoir augmenter ces marges, que l'IA et la robotique va arriver et que les employés vont descendre, le nombre d'employés va descendre, ça va être une dinguerie Amazon. Donc voilà. Est-ce que je la rentrerai un jour dans le portefeuille? Je ne sais pas, je ne pense pas. On ne peut pas tout avoir, toutes les entreprises non plus. Et justement, en parlant d'autres entreprises, on va directement attaquer le cas de Google Alphabet. Et on arrive directement pour les résultats d'Alphabet, hein, qui a réalisé un solide premier trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires atteignant les 109,9 milliards de dollars, nettement supérieur au consensus du marché. Plus important encore, cependant, l'augmentation de 30% du résultat d'exploitation en glissement annuel et l'amélioration de la marge d'exploitation à 36%,
Cela démontre que la société est non seulement en croissance, mais qu'elle le fait de manière plus efficace, malgré une intensité d'investissement croissante aussi, on va aller le voir plus tard. L'activité principale reste inchangée et continue d'afficher une vigueur exceptionnelle. Le serment Google Services maintient une croissance stable avec des revenus publicitaires en hausse de 16% en glissement annuel pour atteindre 90 milliards de dollars. Les chiffres sont fous, hein. La recherche qui reste la colonne vertébrale, donc Google Search. On nous annonçait que Google Search était mort. L'IA allait disrupter Google Search. Et on est sur du 19% de croissance, ce qui est particulièrement important au vu des inquiétudes antérieures concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur le modèle économique de l'entreprise. Donc tout ce qu'on nous vend à longueur de journée sur l'IA qui allait remplacer le search, même ce segment-là de Google est en train d'exploser. Et le véritable point d'inflexion de ce rapport réside toutefois dans le Google Cloud. Ce segment est non seulement en croissance, mais il le fait à un rythme qui redéfinit la façon dont l'alphabet est perçu. Les revenus du cloud ont augmenté de 63% d'une année sur l'autre, dépassant les 20 milliards de dollars. Donc je suis pas en train d'essayer de vous expliquer que sur le cloud, Google a fait de la merde, mais pour moi, quand on a un Microsoft, je crois qu'il est pas loin des 40 milliards, je crois que Amazon, pareil, on était sur 37 ou 38 milliards de revenus sur le cloud. Google, c'est 20 milliards, donc augmenter de 63%. Actuellement, un petit peu plus de 20 milliards, mais donc s'ils ont augmenté de 63%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient à moins de 10 milliards l'année passée sur le même trimestre. Donc c'est beaucoup plus facile de faire plus 63% d'une année sur l'autre quand tu es à 10 milliards que quand on est à 40 milliards comme tes petits copains Microsoft ou Amazon. Donc c'est pour ça que je sors un peu les pincettes avec ce point-là, même si je suis tout à fait d'accord, hein. Moi j'ai 10% du portefeuille sur Google, je regrette même de ne pas en avoir plus. Mais alors oui, c'est magnifique, plus 63%, mais il faut savoir que c'est vraiment le plus petit des deux entreprises qu'on vient, enfin des trois entreprises qu'on vient de parler, hein, Microsoft et Amazon sont largement devant en termes de revenus du cloud. Mais voilà, Google sont là aussi, et clairement Google c'était la boîte un peu has-been. Il y a encore un an et demi, on lui disait bon voilà, le search est mort, l'IA ils se sont pris les pieds dans le tapis, le cloud c'est complètement de la merde, Microsoft et Amazon sont totalement devant. On voit qu'ils sont en train de les rattraper tout petit à petit, hein. Donc c'est là que l'impact les plus tangibles des investissements dans l'intelligence artificielle se fait sentir. L'adoption croissante de modèles tels que Gemini, hein. Donc moi je suis abonné à Gemini et franchement je suis assez satisfait. Et la forte demande d'infrastructure IA transforme Google Cloud, qui était un segment de croissance à forte intensité capitalistique et l'un des principaux moteurs de rentabilité de l'entreprise. Ce qui était autrefois considéré comme une initiative à long terme nécessitant d'importants investissements ressemble désormais de plus en plus à des activités cloud des activités cloud les plus rentables du marché. Bah, bien évidemment, en fait, le CAPEX, mais vous croyez quoi là? En fait, il y a des gens qui pensaient vraiment que les CEO, etc., de Google, de Microsoft, d'Amazon, même de Meta, étaient des benets au point de faire une course à l'armement en termes de dépenses de CAPEX et que ça allait rapporter peanuts aux boîtes. Et les mecs, ils sont pas débiles en fait. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Ils savaient très bien que ça allait leur rapporter, il y avait une forte demande. Et les gens, ouais, mais putain, les CAPEX, attention. Les dépenses d'investissement au premier trimestre ont atteint 35 milliards de dollars, soit plus du double du niveau observé un an plus tôt. Et avec ça, on nous dit que bah, Nvidia, attention, va falloir serrer un petit peu des fesses parce que ils développent leur puce maison, patati patata. Moi, je vous donne rendez-vous pour les résultats d'NVIDIA. J'ai presque envie de faire un live en vrai, parce que je pense on n'est pas prêt pour ce qui nous attend. On n'est pas prêt à prendre une bombe dans la tronche. La principale différence par rapport au trimestre précédent réside toutefois dans le fait que le marché commence désormais à constater un retour sur investissement tangible. Bonjour. YouTube reste le maillon faible du rapport avec des résultats légèrement inférieurs aux attentes. Cela ne modifie toutefois pas de manière significative le tableau d'ensemble. Moi, pour YouTube, je suis zéro inquiet sur le long terme. Regardez, je crois qu'il y a une étude qui est sortie. La moyenne d'âge des gens regardant TF1, France 2 et France 3, je crois, et M6, vous allez tout simplement câbler, vous allez péter un câble. Je crois que c'est plus de 60 ans la moyenne d'âge. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, bon, bah, les gens vont décéder, c'est la logique. C'est les suites de la vie. Justement, toute la génération qui ne regardera plus la télé, bah, ira sur quoi? Sur des médias comme YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Quand j'aurai 2 millions d'abonnés, vous pourrez dire je suis. J'étais dans les premiers, non mais lol. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vraiment, YouTube, je suis pas du tout inquiet. Je pense que c'est la plateforme dans laquelle il faut croire pour les années à venir. D'un point de vue plus général, hein, ces résultats mettent en évidence une évolution structurelle du modèle économique, blablabla. Bla, 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 bla. Bon bref, vous avez compris, Alphabet, c'est vraiment...
Ils ont sorti des très bons résultats et le marché a adoré, plus 8%. Et pourtant, on a vu qu'Amazon a sorti des bons résultats, ça a été neutre. Microsoft a sorti d'excellents résultats pour moi. Bon, eux, ils se sont pris un missile scud dans la tronche par le marché. Alors qu'en plus, l'action n'était pas forcément. Était loin d'être haute, hein, ils avaient vraiment pris dans la tronche. Et là, Alphabet qui nous fait du Alphabet, hein, qui nous fait un cours de bourse qui part jusqu'aux étoiles, et ben, ne bronche pas, nous met un petit plus 8%. Moi, pour Alphabet, j'avais un prix juste, on va dire, de 306 dollars pour avoir du 12% par an. J'ai un moment failli repasser à l'achat d'Alphabet quand on a eu une petite baisse. Là, attendez, on va aller voir le cours un petit peu de plus près sur Alphabet. Hop, on va se mettre il y a un an. Voilà, on a eu une petite baisse, on va dire, avec la guerre au Moyen-Orient. Et on a eu une petite baisse de 20%. Moi, j'ai un PRU à 169 dollars, pardon, hop, sur, euh, sur Alphabet. Mais voilà, il faut juste dézoomer. Il y a à peine un an, Alphabet se payait 160 dollars. Voilà, c'est de la folie. Si vous achetez Alphabet il y a un an, vous auriez fait du 133%, un magnifique bagger comme on dit. N'hésitez pas d'ailleurs si vous faites du stock picking, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur cet épisode, mais à vous procurer tout simplement l'app Bagger, je vais pas y arriver, l'app Bagger. Elle est dispo pour 150 € par an. Vous avez 14 jours d'essai gratuit, donc franchement, allez-y. Moi, je ne me vois plus sans cette appli. Franchement, elle est juste géniale. On voit que c'est une appli pensée et dev par deux, justement, investisseurs français de Dev FR. Et c'est comment dire, c'est une appli qui est vraiment pensée pour les investisseurs et franchement, pour le prix, c'est tout simplement le meilleur investissement que vous ferez si vous faites du stock picking. Vous avez encore une fois 14 jours gratuits, donc allez sauter dessus clairement. Ça doit être, si vous prenez l'option annuelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est 150 € par an. Donc franchement, c'est hyper rentable et vous avez vraiment tout simplement une mine d'informations. Donc voilà ce que je voulais dire, hein, clairement, il y a un an, Alphabet, c'était... Enfin, un jour, on se rendra compte un petit peu dans l'époque dans laquelle on a vécu. Le 30 avril 2025, Alphabet à 158 dollars. Aujourd'hui, on est à 383 dollars. C'est de la folie sur des boîtes comme ça. Et on pourrait se dire, attention, niveau valorisation, c'est très cher, etc. Bah, Alphabet, c'est 28 fois les bénéfices. 31 fois en forward PE, je pense qu'actuellement il y a un petit souci au niveau des forward PE sur Bagger. Et on a un PEG ratio qui est pas énorme. Alors les prix to free cash flow, pourquoi le prix to free cash flow est fou? Ben, parce qu'en fait on va aller voir, hein. On a des capex les amis. Donc et encore, comment dire? Google a énormément de free cash flow. Là où Amazon est un peu plus emmerdé comment dire, dans la gestion de ses free cash flow, Google a tout simplement une marge de sécurité énorme. Donc je ne suis pas du tout inquiet, les operating cash flow sont un peu chers, mais on avait vraiment une boîte qui était vraiment sous-évaluée, hein. On va aller les voir ici. Ça s'achetait même pas ouais, 14 fois les operating cash flow au mois il y a un an, hein. Et avec la baisse, ça s'achetait 20 fois les operating cash flow. On n'était pas non plus sur les soldes du siècle à 260 dollars. Je me suis posé la question, moi je me suis dit si à 230, mais voilà, comme d'habitude, hein, la question qu'on est toujours en train de se poser, quand est-ce qu'il faut racheter une action, quand est-ce qu'il faut revenir, bah, on a un prix juste, etc. On veut toujours aller jusqu'à ce prix juste, et au final, bah, bien souvent, vous avez l'action qui repart à la hausse et vous restez un petit peu en gare. Et maintenant, on attaque notre dernière action du 4x4, le Scan Smart. 4 entreprises, 4 résultats, et on va parler de Meta, les amis. Et on attaque directement la dernière entreprise, Meta. On va aller voir si le joyau de Mark Zuckerberg a battu un petit peu le consensus. Et oui, ils ont posté des excellents chiffres d'affaires. Pourtant, l'action, vous allez voir, s'est pris un missile scud, quasiment moins 9%. C'est de la folie, je n'arrive pas à comprendre. Donc les BPA, un bénéfice par action, 10 dollars, dépassant les attentes de 3 dollars. Attention, en fait, il y a eu un avantage fiscal. Et moi, j'étais rentré sur Meta il y a quelques trimestres, je crois que c'était Q3 2025, et j'ai rendu Q4 parce qu'ils ont dû payer énormément d'impôts et justement d'où là maintenant l'avantage fiscal parce qu'en gros ils se sont fait défoncer par un impôt qui était juste passager. L'action avait pareil, avait pris un énorme missile scud parce que du coup ils n'avaient pas pu dépasser les BPA, donc ils s'étaient fait ouvrir en deux. Meta, moi j'en avais profité pour en acheter et j'ai revendu au Q4 directement après comment dire, après les excellents résultats du Q4, donc de toute l'année aussi 2025. J'ai revendu parce que voilà, j'étais pas une position que j'étais à l'aise de tenir dans le temps. On en reparlera, mais Mark Zuckerberg et tout, j'ai un petit peu de mal, donc j'ai préféré vendre et j'ai fait une petite bénéfice, voilà,
Après, on est passé par la 15 impôts, c'est comme ça. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne, mais j'avais envie de jouer le coup sur Meta. Je trouvais que c'était complètement fou que le marché sanctionne un impôt, on va dire, passager, alors qu'ils savaient très bien que le prochain bénéfice, il n'y aurait pas ce fameux impôt-là. Et on le voit ici, hein, du coup, là, mais ils ont même un avantage fiscal. Bon, bah, ils se prennent, ils se prennent quand même un -8, hein. Donc, que tu battes les bénéfices par action ou que tu ne les battes pas, Meta, tu te prends un -8. Le chiffre d'affaires, 56 milliards, en plus 33% en glissement annuel. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y a un an, au premier trimestre 2025, Meta faisait 33% de chiffre d'affaires en moins. Et même avec ça, tu te prends un -9. Meta a dépassé les prévisions de 760 millions de dollars. Cela représente la plus forte dynamique de croissance depuis des années, tirée presque entièrement par le segment de la publicité, qui bénéficie à son tour d'une forte adoption de l'IA. Donc voilà, bon bah ça ne suffit pas. Nombre moyen d'utilisateurs quotidiens 3,56 milliards en mars, un plus 4% en glissement annuel, bien qu'une légère baisse ait été observée d'un trimestre à l'autre. Alors, c'est ce qu'ils nous ont dit, voilà, à cause du problème d'Internet en Iran et les restrictions d'accès à WhatsApp, je vais y arriver, WhatsApp, en Russie. Donc même le nombre d'utilisateurs augmente, pourtant tu te prends un -9 dans la gueule. Efficacité publicitaire, l'IA passe à l'offensive, impressionnant. Impression publicitaire, le nombre d'impressions publicitaires a augmenté de quasiment de 20% en glissement annuel. Cela indique que les utilisateurs consomment davantage de contenu et que les algorithmes de recommandation parviennent mieux à les fidéliser sur les plateformes. Donc là, clairement, ceux qui n'ont pas vu mon deep dive sur Reddit, n'hésitez pas à aller la voir. Et bah, en tout cas, c'est ce que, enfin, quand je vois des résultats comme ça sur Meta, j'ai bon espoir. Enfin, après, moi, je suis pas actionnaire de Reddit et je ne sais pas si je le deviendrai un jour. Mais clairement, tous ceux qui ont Reddit dans le portefeuille, dans votre portefeuille, je pense que vous allez bien dormir et vous allez aimer les résultats qui arrivent parce que ce que fait Meta, clairement, moi, Reddit, je pense que ils peuvent faire du méta, entre guillemets, aussi bien, alors peut-être pas aussi bien en termes de pourcentage, mais clairement, je pense que Reddit, il y a une énorme part de publicité, de revenus publicitaires à aller chercher, et j'ai confiance en eux. Prix moyen par publicité, pardon. Le prix moyen par publicité a augmenté de 12% en glissement annuel. Il s'agit là d'un signal crucial. Meta ne se contente pas d'afficher davantage de pubs grâce à un ciblage IA plus précis. L'entreprise est en mesure de les vendre à des prix nettement plus élevés. Pourquoi? Parce que les gens qui payent pour de la pub ont des retours sur investissement, tout simplement grâce à l'IA. Donc là, pareil, les gens qui disent je ne sais pas à quoi faire l'IA en fait, comment on gagne de l'argent avec l'IA, là, les entreprises, le CAPEX. Bah voilà comment les entreprises gagnent de l'argent grâce à leur CAPEX, hein. Perspective et dépendance d'investissement, une pomme de discorde pour Wall Street. Malgré des résultats exceptionnels au premier trimestre, le marché s'est concentré sur les prévisions et les coûts, ce qui a entraîné une baisse du cours de plus de 3%. Ouais, 5,5%, on est quasiment à 9, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous ont dit on va peut-être augmenter les capex. Et là, ça commence à grincer les dents. Prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, fourchette comprise entre 58 et 61 milliards de dollars. Bien que ces chiffres soient solides, la médiane, 59,5 millions de dollars, correspondent très exactement au consensus, ce qui a incité un marché en surchauffe, pardon, à prendre des bénéfices, pas de relèvement spectaculaire de la barre. Ils ont eu raison aussi de ne pas s'enflammer. Pourquoi? On a un pétrole à 110 balles, et quand on a un pétrole à 110 balles, on peut s'attendre peut-être à des revenus publicitaires qui vont baisser. Donc là, c'est pas déconnant du tout de ne pas partir sur la Lune. Mais ce qu'il faut savoir pour les revenus pubs, c'est que vous avez un premier trimestre qui est moyen. Vous avez un deuxième trimestre qui est aussi un petit peu moyen. Ça va en s'améliorant. Le troisième trimestre, pareil, on s'améliore. Et c'est surtout les Q4 qui comptent pour Meta. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner, mais je suis pas du tout inquiet là-dessus. Coût auto, et là par contre, attention, attaché aux ceintures. Maintenu dans une fourchette de 162 à 169 milliards de dollars, il est important de noter que la barre n'a pas été relevée ici, contrairement à la situation concernant les dépenses d'investissement. Ah non, c'est les coûts auto, pardon, voilà. Les dépenses d'investissement, c'est là que le changement a été le plus significatif, les prévisions ayant été revues à la hausse pour atteindre 125 à 145 milliards de dollars. Donc voilà, 20 milliards de plus de capex, attention, hein. Les investisseurs craignant que les dépenses colossales consacrées à l'infrastructure d'IA, centres de données plus, ne commencent à grignoter le flux de trésorerie disponible au cours des prochains trimestres. Bonjour, si ça va le grignoter en fait, hein. Du métaverse à la super intelligence, on a les Meta Super Intelligence Lab. Il s'agit du nouveau nom destiné à capter l'intention des investisseurs. Le lancement du premier modèle issu de ce laboratoire est censé constituer une étape vers une super intelligence personnelle pour des milliards de personnes. Donc à voir un petit peu s'ils sont capables de ce que ça va donner, ce Meta Super Intelligence Lab. On a le Reality Labs aussi, hein, donc les pertes d'exploitation de 4 milliards a été inférieure aux 4,77 milliards de dollars prévus, ce qui suggère que Meta commence à réduire les dépenses inefficaces dans ce segment au profit du développement de grands modèles linguistiques. Donc ça, c'est très bien aussi, hein.
Donc vous avez compris, la réalité virtuelle, on arrête chez Meta et il était temps. De très bons chiffres aussi, ça fait ce que le marché n'a pas pardonné, ça va être quoi, hein? Ça va être les free cash flow qui vont être tout simplement dévorés par quoi? Bah, par les CAPEX, hein. Donc hop, les foutus CAPEX qui sont là, on va aller les voir. Hop, sur 3 ans, on a, ouais, là on a une petite accélération et encore, je ne sais pas si ça tient compte, mais voilà, entre 2024 et 2025, on a 20% de CAPEX en plus, c'est les operating cash flow, c'est énorme. Mais moi, je fais confiance clairement à Meta pour le futur. Et on voit quoi? On voit que Meta bah, achète et finance ses CAPEX grâce pardon, à la dette. Donc, est-ce que c'est un bon modèle ou autre? Ça, j'en sais rien. Sur le long terme, ça me paraît pas être bon d'avoir autant de dettes. Donc, il y a un moment, il faudra commencer de la rembourser. Parce qu'on va avoir un gap se creuser entre la marge OP et la marge nette. Même si c'est une boîte qui travaille très bien en termes de marge nette, ça pourrait commencer à sentir un peu le roussi. Moi, pourquoi je ne vais pas sur Meta sur le long terme? Parce que je ne suis pas fan de Mark Zuckerberg. Pourquoi je ne suis pas fan de lui? Bah, parce qu'il a dépensé, je crois, plus de 100 milliards dans le Reality Labs, etc. pour quasiment zéro peanuts, hein, du caca. Donc en fait, quand je pars dans une boîte, je veux que son PDG m'emmène avec lui dans une vision d'avenir, etc. Et je suis désolé, mais Mark Zuckerberg, moi, il me fait plus peur qu'autre chose. Quand tu t'es trompé autant sur un segment et que tu y es allé vraiment à fond, bah voilà, ça me fait un peu peur, ça me fait douter sur le long terme, sachant que Meta, c'est one single revenu, hein. Donc on a le revenu de la pub, le revenu de la pub. S'il n'y a pas les revenus de pub qui augmentent, Meta, c'est peanuts. Donc pour l'instant, ils arrivent à nous faire de la magie, clairement. En plus, la boîte, on va aller voir côté valorisation, mais elle est clairement sous-valorisée. Ça s'achète à 22 de PE pour une entreprise qui fait plus 33% de trimestre à trimestre sur son chiffre d'affaires. Je ne sais pas si on se rend compte. Plus 33%. Et c'est pas plus 33% de 220 millions, c'est plus 33% de je ne sais plus combien de milliards. C'est de la folie en fait. C'est des chiffres qui sont stratosphériques. On va aller les revoir parce que tellement ça m'a sonné. Voilà. C'est plus 33% de 56 milliards. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Donc clairement, moi j'avais un prix juste pour Meta autour de 682 dollars. Je trouvais que 13% de croissance des bénéfices par action, c'était pas déconnant. Un multiple final de 23, je pense qu'on peut payer quand même un beau petit. Alors c'est pas un premium 23, j'aurais tendance à dire un premium autour de 25. Après 23, c'est vraiment une boîte voilà, qui a quand même de la bonne croissance. On est sur une croissance de plus 33%. Et ça ne suffit pas au marché. Donc là, clairement, les gens qui sont, encore une fois, je ne fais pas de conseil en investissement, mais les gens qui se diraient. Moi, Meta m'intéresse pour le long terme à 616 dollars. Je trouve que c'est une opportunité vraiment qui est très intéressante. On a eu une petite baisse là il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, on va aller la voir. Hop, on va aller la voir sur l'année. Voilà, j'avais vendu juste après le. Hop, il y avait les résultats qui devaient être là et j'ai vendu quasiment après. Il y avait une belle baisse hein, à 525. Je pense qu'à 525 là, fallait y aller si la boîte vous intéressait. C'était maintenant qu'il fallait y aller. Après, ça s'achète que 12 fois les operating cash flow. Clairement, c'est vraiment une machine à cash. Moi, les gens qui vont sur Meta, je comprends totalement. Moi, je préfère ne pas y aller pour les raisons que je vous ai évoquées. Voilà, un segment d'activité, Mark Zuckerberg qui me pose quelques problèmes, quelques légers problèmes. Une boîte qui donne un petit peu de dividendes, ça fait du rachat d'actions massif, il y a du retour pour l'actionnaire, ça ne rigole pas. Donc clairement, moi, niveau valorisation, 13% de bénéfices par action, un PE multiple final de 23, je pense qu'on est largement bon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Meta. Et sur les 4 fantastiques qui ont publié mercredi soir. Donc la vidéo sortira tout simplement quand vous la voyez. On est le vendredi 1er mai. Donc joyeux week-end de 3 jours pour tout le monde. Hein, pour ceux qui ont la chance de pouvoir être en week-end. Et bon courage à tous ceux qui bossent pendant ces fêtes. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur tous mes réseaux. Vous les avez en commentaire épinglé. Vous allez en description de la vidéo. Et n'oubliez pas, la chose la plus importante en investissement, c'est quoi? C'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.